Salut, c'est Déclic. Alors, interview du jour, ce serait interview sur l'élégance. Et qui de mieux de demander à justement un influenceur sur l'élégance, un style, un baron. Ah oui, pourquoi pas. Ah, à votre écoute. Bonjour Logan. Salut, Ça va? on va bien. Comment je dois t'appeler? Logan? Le baron? Bah, mon blaze à la base c'est Logan O'Malley. Donc ça c'était par rapport à mon groupe Octobre Rouge, avec lequel j'ai officié pendant 15 ans. Et depuis 7 ans, j'ai un AKA qui est effectivement le baron d'XL, XL. Par rapport à la commune où j'habite et puis par rapport à l'activité vestimentaire que j'ai, et XL représentant l'excellence aussi, j'ai trouvé ça assez sympathique de se dire XL, voilà. Oui. Alors, question. Est-ce que tu pourrais te présenter sur ton parcours? D'où tu viens? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu travailles? Tu fais quoi? Les études? Présente-toi. Bah moi en fait j'ai un cursus un peu particulier dans le sens où, enfin particulier non, mais disons que j'ai grandi dans le 93, donc de 0 à 7. Et donc ça m'a déjà forgé une personnalité à part, on va dire, par rapport à quand je suis arrivé à Paris, donc à 7 ans. Je suis arrivé dans le 18e, enfin limite 9e, 18e. Donc j'avais déjà vu des choses que beaucoup d'enfants à cet âge-là n'avaient pas vues, par rapport à où j'habitais à Saint-Denis. Des trucs de gamin, mais tu vois que c'est pas du tout la même chose. Et puis par rapport aussi à l'école, tu te rends compte que y avait quand même un... Parce que pendant longtemps, le 93, le 93, ça a été une zone de test scolaire, donc le niveau était beaucoup plus bas. Et donc, si j'étais resté dans le 9-3, je pense que j'aurais été un bon élève. Quand je suis arrivé dans le 9e, je t'avoue que j'ai pris un peu une tarte. J'avais cette pige, j'ai vite compris que ça allait être chaud. Donc, j'ai évolué comme ça. Bon, cursus scolaire, hein, bon élève, sympathique. Pas trop là, mais sympathique. Je ne fais pas remarquer. On était bien dans le quartier. Donc j'ai été à l'école donc à Anvers, à Jacques Decour, et donc sur le boulevard de Clichy. Donc il y a tout ce côté populaire. Il y a Pigalle, il y a Montmartre, donc il y a tout cet univers dans lequel je suis rentré malgré moi quelque part et que j'ai commencé à apprécier. À côté de la Barbès, donc moi j'habitais après, ensuite j'ai commencé à Rochechouart, après je suis passé par Château Rouge, après je suis passé par Château d'Eau, le quartier congolais où il y a tous les coiffeurs. Enfin bon, j'ai fait un peu tous les coins de Paris, les plus street on va dire. Mais ce qui est intéressant dans le quartier où j'étais, c'est que c'est vrai que même quand tu habites à Barbès ou Château Rouge ou à Marcadet, en 5 minutes, t'es avenue Junot, dans une des avenues les plus chères de Paris, et t'as tous... t'as le Moulin de la Galette, t'as la rue Le Pic, t'as tout cet univers qui a quand même un sacré historique par rapport à toute l'histoire du grand banditisme, par exemple, du grand banditisme, j'en perds mes mots. Donc t'as tout cet univers, t'as le cabaret, t'as les mœurs, t'as tous c'est les peep shows, les sex shops. Donc j'ai grandi dans une atmosphère un peu adulte, on va dire. Donc forcément, tu es un peu différent des autres quand tu arrives de banlieue et que tu arrives là-dedans, tu fais waouh, c'est Disneyland pour adultes, quoi. Et ça t'a forgé une expérience de vie, un parcours assez rude? Bah, quand t'es à chaque fois un des seuls petits blancs dans un quartier de Renault et de Rebeu, on te teste forcément. Donc ouais, ça te met forcément ref. Après, mis à part cela, disons que je déménageais souvent pour des raisons qui étaient pas forcément les miennes. Et je déménageais un peu à la va-vite, tu vois. Donc forcément, ça crée un personnage qui fait que quand ta mère, le jour d'avant un examen, te dit... Enfin, t'as 12 piges et on te dit demain on déménage et que tu dis ouais, mais demain j'ai le brevet des collèges et qu'on te dit ouais, mais demain on déménage. Tu vois, bah tu relativises, tu vois. Tu te dis bon, il y a des fois, la vie va te montrer des choses que t'as pas le temps de réagir, en fait. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a pas... Oui, mais dans 3 mois, non. C'est comme ça. Donc c'est vrai que j'ai
vite compris, j'ai vite été adulte dans ce monde où parfois quand tu es petit, tu as des rêves, tu as des ci, des ça. J'ai jamais eu trop de rêves, d'ailleurs je rêve jamais. Et donc c'est vrai que ça a forgé un personnage assez brut, on va dire, avec une culture très parisienne, parce que ma mère est une pure parisienne, donc ma mère était une baronne déjà à la base. C'est-à-dire, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, elle était toujours en talons, elle était toujours en bas, toujours bien habillée, parce qu'elle m'a toujours dit, en fait, cette phrase que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, il faut toujours faire plus envie que pitié, en fait. Et c'est vrai que quand tu es petit, tu comprends pas, parce que quand tu vois ce qui se passe, tu dis que finalement, la pitié donne envie aux gens de donner. Mais en fait, non, pas du tout. Quand tu fais pitié, les gens t'écrasent encore plus, alors que quand tu fais envie, eh ben, tu peux peut-être inspirer, en fait. Et ça, j'ai compris ça dernièrement, parce qu'elle ne me l'a jamais expliqué, cette phrase. Mais je sais qu'elle est restée longtemps en moi. Et c'est vrai qu'il faut toujours montrer le meilleur de soi-même et pas le pire. Parce que montrer le pire de soi-même, c'est très facile, en fait. C'est comme détruire et construire, tu vois. T'as tes gosses, ils vont rester 1 heure à faire un château de sable de dingue. Puis d'un coup, t'as le con. Le con, il arrive en courant et puis il tape dedans. Ça dure 1 seconde, tu vois. Donc c'est vrai que c'est toujours plus difficile de construire que de détruire. Donc c'est vrai qu'il faut toujours faire plus envie que pitié, moi je trouve. Maintenant que je suis adulte. Oui, je te comprends. C'est le parcours aussi, hein, c'est la vie, c'est le style. Tiens, question, ici, où est-ce qu'on est en fait? Où nous sommes? Alors ici on est au Meuble du Cœur. Donc c'est rue des Capucins à 1000 Bruxelles. C'est un lieu où on vend des meubles, comme son nom l'indique. Il y a un côté aussi social où ils vident des maisons pour quand ça n'a pas une grande valeur ou quoi, c'est redistribué à des associations donc, pour loger les gens qui sont un peu précaires. Donc il y a une action commerciale qui est de vendre des meubles de très grande qualité à un prix pas trop excessif selon ce que c'est. Et à côté de ça, il y a un côté social qui permet d'utiliser, on va dire, la structure de l'endroit pour vider des appartements ou des greniers, garder ce qu'eux vont vendre et ensuite redistribuer à une partie de la population qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir se l'acheter ou se l'offrir. Donc, et tout ça, forcément, ça vient du vécu que moi c'est que j'ai envie de faire plaisir au peuple. Je suis le peuple. Je sais que le peuple est difficile à convaincre, mais je sais que quand tu l'as, tu as tout gagné. Et sans faire de politique, sans faire de religion, sans faire de sexisme ou autre. Donc c'est vrai que le fait que... Donc c'est Kamal qui a repris la gérance du lieu. Kamal, c'est qui? Donc Kamal, on va dire, c'est un de mes lieutenants. C'est mon bras droit, on va dire, dans le grand banditisme, le mouvement des barons que j'ai créé. Dans le sens où je l'ai adoubé parce qu'il est venu s'habiller une fois chez Panama Gomina, donc le cabinet d'élégance que j'ai. Et alors, il n'a pas lâché l'affaire. Il m'a dit, moi, à partir de maintenant, je suis baron tous les jours. Donc, et au fur et à mesure du temps, il vit avec ça. Et une fois que tu es baron et une fois que tu commences à t'habiller vraiment, vraiment bien, les gens te voient tellement... tu sais, c'est comme si tu voyais une fleur au milieu du désert, quoi. Même si c'est pas la plus belle fleur du monde, c'est quand même la seule fleur du désert. Donc quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tu lui donnes confiance, ça donne confiance, ça donne envie de vouloir bosser avec, parce qu'il y a quand même une recherche sur l'esthétique, et c'est ce que Kamal a compris très vite, quoi, et c'est ce que j'aimerais que le peuple comprenne, c'est justement cet effet. Parce qu'on me dit, oui, je me suis bien habillé le jour d'un mariage, mais quand tu es bien habillé le jour d'un mariage, tout le monde est bien habillé, donc t'es une fleur parmi d'autres fleurs dans un champ, quoi. On ne verra pas, tu comprends? Alors que quand tu es dans la rue et que c'est au quotidien et que tu vas acheter ton pain avec ta cravate et ton chapeau, la boulangère, il y a un moment, elle va tomber amoureuse de toi. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Alors j'espère qu'elle sera jolie pour toi et qu'elle n'a pas un mari trop relou, mais... En tout cas, il y a un moment où il y a quelque chose qui va se faire. Donc, c'est pas les mêmes mots, les gens ne parlent pas de la même façon. C'est tout ça. Et donc, Kamal a repris. Donc, Kamal, c'est le baron des Marolles. Kamal, c'est le baron des Marolles. Et ça tombe bien parce que on est en plein Marolles
et il a réussi à avoir la gestion de cet endroit qui est quand même beau. Et donc on a organisé dernièrement le Sartorial Market. Donc nous, comme je te dis, c'est le peuple pour le peuple. Donc on avait des vêtements de chez Degan, des deadstock de chez Degan, de chez Howard, Crossword. On avait les chapeaux MyBob qui étaient avec nous et on a vendu tout ça à moins 70-80% du prix initial, parce qu'on veut que le peuple soit bien habillé et on fait beaucoup d'actions comme ça. Et à côté de ça, il y a aussi eu une exposition photo, pas photo, mais... et à côté de ça, il y a aussi eu une exposition de peinture, donc de Manon Barra, qui a représenté avec son beau pinceau tous les barons, enfin pas tous les barons parce qu'on est à peu près une petite centaine dans le monde, parce qu'il faut vraiment être trié sur le volet, mais ça on en parlera après. Et l'expo qui est toujours accrochée d'ailleurs. Qui est toujours ici, et on va faire un petit vernissage, je ne sais pas quand l'émission passera, mais en tout cas il va y avoir un petit vernissage qui sera plus dans le côté arty de Bruxelles, plus que dans le côté sartorial comme on l'a fait au dernier event. Et puis on a aussi, envie d'envisager des spectacles un peu privés, burlesques, des trucs sympathiques, où les gens se rencontrent. Il y a un bar, enfin faire des trucs privés dans un bel endroit où il y a des beaux meubles, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable. Et c'est vraiment un bel endroit, donc je vous invite à tous venir au Meuble du Cœur, 26 rue des Capucins, 1000 Bruxelles, parce qu'il y a des belles affaires à faire et il y a moyen de remeubler son appartement avec des belles choses, des choses de qualité et à un prix vraiment, on va dire, démocratique et populaire. Et concernant l'expo, j'en vois souvent des expos et le niveau ici, il est vraiment, il est haut, hein, il a vraiment super bien travaillé, c'est bien, l'agencement, le travail est vraiment... d'un niveau assez exceptionnel, je pense. Voilà, c'est juste mon ressenti. Alors, les questions suivantes. Par rapport à... Tiens, tu m'avais dit, tu avais été à un event il n'y a pas longtemps. En Toscane, Pitti ? Ouais. Donc, raconte-moi. Alors, le Pitti Uomo, la première fois qu'on y va, j'y vais avec Kamal, parce que moi, y aller tout seul. Si tu veux, je ne suis pas quelqu'un de très... je parle un peu de ma vie. Peut-être plaire aux auditeurs. Je suis pas quelqu'un de très social, tu vois. Comme je te disais, mon parcours a toujours été pas craintif, mais tu vois, comme un chat. Tu vois, d'ailleurs, je m'appelle O'Malley. C'est qu'il y a une correspondance avec le chat des Aristochats. C'est que c'est le seul qui fait pas de musique et qui arrive à se taper duchesse. Tu vois. Donc, il y a toujours ce côté un peu craintif, tu vois, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc, c'est vrai que je suis pas tellement social, je vais pas tellement vers les gens et je me suffis à moi-même. Donc je sais, les gens vont dire que c'est un petit peu égocentrique. C'est pas de l'égocentrisme, c'est plus de la timidité. Et parce qu'en fait, j'aime pas m'afficher. J'aime pas que quelqu'un dise de moi que je suis... qu'est-ce qu'il est relou, qu'est-ce qu'il est lourd, qu'est-ce qu'il est ci, qu'est-ce qu'il est ça. Si la personne veut venir me parler, on peut discuter, si elle vient en paix. Mais c'est vrai que je vais pas tellement vers les gens. Donc la première fois qu'on a été au Pitti, c'était il y a 2 ans. Pitti Uomo, donc c'est à Florence, c'est le salon international de l'élégance masculine, donc avec tous les plus grands labels de manufacture de tissus, les plus grands tailleurs, les cires, les cirages, les chaussures, les shoemakers, glaceurs, enfin tout cet univers sartorial comme on l'appelle. Sartorial, donc c'est tout ce qui est sur mesure. Donc le côté tailleur et artisanat que les barons du grand danditisme représentent, puisque notre credo c'est pas de sang sur nos vêtements. Donc c'est-à-dire soit tu n'as pas d'argent comme nous et tu vas t'habiller en seconde main et tu te débrouilles, ou tu récupères à droite à gauche, tu t'habilles dans la rue, parce que nous, la rue c'est quand même notre base. On n'a pas grandi dans des salons, contrairement à beaucoup de dandys qui se la racontent. Nous, c'est les barons du grand danditisme. Si on s'appelle baron, c'est qu'il y a un côté quand même rue. On ne s'appelle pas les ducs ou les comtes. Parce que baron, en argot parisien, c'est un escroc, un complice d'escroc. C'était le mec qui... le bonneto, là, les 3 cartes, c'est le mec qui gagne tout le temps devant toi. Et toi, tu vas mettre tes 100 € et hop, tu les perds. Ben, c'est grâce au baron que tu les as perdus. Et nous, l'escroquerie, c'est que c'est vrai qu'on est habillé avec des choses qui coûtent relativement très très cher si on devait l'acheter neuf. Mais l'escroquerie, entre guillemets, c'est que comme on s'arrange avec du seconde main, on arrive à être aussi beau que si on sortait de chez le tailleur pour dépenser quand même 100 fois moins ou peut-être même 1000 fois moins. Et c'est ça qui est important. Donc, voilà.
Ok, donc un regroupement de marques. Juste un détail pour le micro, c'est le micro qui vient à toi, c'est pas toi qui vas dans le micro. Okay. Ne le mange pas, j'en aurai encore besoin pour après. Je suis gourmand, en plus il y a des poils, ça me... Alors, oui, j'avais vu aussi beaucoup de marques représentées au Petit. Il y a aussi, c'était quoi encore la confection que tu m'avais parlé avec le Quadretto Pocket Square? Ouais, donc là on a avec, si tu veux, au Petit Homo, donc il y a 5-6 ans, il y avait déjà des barons qui étaient là-bas. Il y avait Guibaud, et Guibaud en fait a, entre guillemets, parrainé De Fustel. Donc Guibaud, c'est un baron qui est là depuis longtemps, tu vois, qui est dans ce game depuis très longtemps. Et il a parrainé donc De Fustel Njoko, qui lui est le baron de Baham, qui a créé une fondation. Et d'ailleurs, le dernier event qu'on avait fait, le Sartorial Market, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que tous les fonds étaient versés pour cette fondation. Parce qu'on a envie que les barons soient représentés comme quelque chose de noble, et pas seulement noble dans le côté aristocrate et riche du truc, mais justement recevoir pour redonner. Parce que si tu reçois de l'amour et que t'en donnes pas, t'es un con. Et si tu gardes tout pour toi, c'est que t'as vraiment rien compris à la vie. Et c'est vrai que quand t'as une vie un peu rude et que t'as été confronté à des problèmes dans ta jeunesse, pas par ta faute, hein, parce qu'attention, il faut toujours comparer. Est-ce que les problèmes venaient de toi ou est-ce que les problèmes venaient d'ailleurs? Tu comprends? Est-ce que c'est toi qui as créé les problèmes? Moi, j'aurais dû être un enfant qui n'avait pas de problème, j'aurais été un bon élève. Tu vois comment je veux dire? Donc, c'est pas moi qui ai créé les problèmes, c'était l'environnement dans lequel j'étais. Tu vois? Et les parents et tout ce bordel. Donc forcément, tu arrives parfois dans des situations où t'as pas de baraque et tu te retrouves aux urgences, que tu t'es fait virer de chez toi et que c'est le seul endroit où tu vas pouvoir passer la nuit, donc t'inventes une couille pour dire que t'as mal quelque part, histoire de dormir 2 heures. Donc quand t'as vécu des trucs comme ça, tu te rends compte qu'aux urgences, il y a des gens qui ont des situations encore pires que toi, donc ça te permet de relativiser. Et c'est vrai qu'on a ce côté, il faut qu'on garde ce côté noble du partage et pas du chacun pour soi en tout cas. Donc ça c'est aussi un des credos des barons, c'est de faire plaisir par le chic et l'élégance, de même que, tu vois, par exemple, là où c'est intéressant, c'est que moi je vends du style et Kamal vend des meubles, et c'est vrai qu'après ça peut donner une belle harmonie chez toi, les deux ensemble ça peut donner quelque chose de très très beau. Et donc la question c'était... C'est une belle harmonie ce que tu dis, c'est vrai. Non, c'était par rapport... la question de départ c'était par rapport à l'event. Donc ouais, pas mal de... On était à Quadretto. Et donc on arrive à Quadretto. Et donc Quadretto, ouais, c'est donc une marque de Fustel affectionne particulièrement. Et c'est vrai que c'est la première marque, donc c'est une marque de pochette, Pocket Square, donc avec 5 faces. Nous on a bien aimé le concept, on a accroché, et c'est vrai que c'est le premier entre guillemets sponsor des barons, et on espère qu'il y en aura d'autres derrière. Mais tu sais, nous on fait pas ça pour... comme je dis toujours, tu sais, nous on va avoir des labels, on leur dit voilà, est-ce que tu veux nous prêter 2 chapeaux pour le Petit Homo, histoire qu'on soit vraiment beau, histoire que ce soit vraiment... Mais si tu ne les prêtes pas, on les a quand même. Contrairement à beaucoup de gens qui rentrent dans ce game pour gratter. Nous, on n'est pas des gratteurs. Et c'est vrai que quand les gens comprennent ça, tu vois, c'est l'association qu'on a avec MyBob. MyBob, on va chez eux, on a besoin d'un chapeau, on a besoin d'une casquette pour un shooting, un truc, ils nous les passent, on le rend le lendemain. Tu sais, moi... MyBob, c'est qui? MyBob, donc c'est une boîte de chapeaux, c'est une manufacture de chapeaux qui se trouve à Bruxelles, mais qui vend rien en Belgique, qui est numéro 2 en Chine, je crois. Ok. Ils sont vraiment sur l'international, ils vendent rien en Belgique, ça les intéresse pas. Donc c'est quand même une boîte bruxelloise, on les a rencontrés là-bas, et c'est vrai que depuis le feeling est bien passé. Donc comme je te dis, nous on a c'est plus des collaborations qu'on cherche, tu vois. Moi je fais ta promo, je suis beau avec, c'est cool. Mais si tu me le passes pas, c'est pas grave. Je veux dire, j'ai mes chapeaux, j'ai mes casquettes, et on a besoin de personne en fait. On s'auto-suffit, tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un petit truc en plus pour montrer, d'un point de vue même réseau social, tu vois, c'est ça qui peut être intéressant. Puisque tu vas voir Quadretto Pocket Square, tu vas cliquer, tiens, tu nous vois, hop, MyBob, hop, tu nous vois. Donc forcément, c'est du ping-pong, quoi. C'est la toile, quoi. C'est pour ça, c'est plus des collaborations comme ça qu'on cherche que gratter des marques, ça ne nous intéresse pas du tout, quoi. Et justement, par rapport à cet event,
Qu'est-ce qui t'accroche au niveau du regard parce qu'il y a quand même beaucoup de marques, c'est au niveau du tissu, au niveau du style, au niveau de la recherche, au niveau du nouveau style? Qu'est-ce qui accroche ton regard? Les belles choses déjà. C'est vrai qu'un beau cachemire mélangé à de la soie, c'est quand même... Tu sais, quand tu es du peuple, tu vois pas tout ça. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris dans la vie. C'est que quand tu as grandi où j'ai grandi, dans le 9e, 18e, ce qui était intéressant, c'était vraiment le melting pot de tous les gens qu'il y avait. Tu avais des Turcs, des Chinois, des Viets, des Rebeux, des Renois, t'avais tout, des Juifs, t'avais tout le monde. Tout le monde était dans ce quartier. Donc forcément, tu te fais différents potes, et selon ce que tu vas voir, parfois tu as un pote, c'est un gars qui a du pognon, enfin ses parents avaient du pognon, mais ça n'empêche que c'est ton pote aussi. Et puis à côté de ça, tu as ton poteau qui n'a pas de genre comme toi, et c'est pas pour ça que vous n'êtes pas tous potes. C'était ça qui était bien à cette époque-là, c'est qu'il y avait que 3 chaînes. Maximum 5. Donc si tu veux, tout le monde avait le même délire, tu vois. Tout le monde voyait le même film avec Belmondo, tout le monde tripait sur les mêmes films de long. Tu vois, quand tu voyais Jean Gabin le lundi t'en parlais. Enfin, il y avait une cohésion de cette petite jeunesse qui était assez drôle et donc assez mélangée, et on regardait pas forcément qui avait du pognon et qui en avait pas. L'essentiel, c'était vraiment de jouer au foot ensemble. Et donc, quand tu grandis dans le 9e, contrairement à quand j'ai grandi dans le 9-3 où tout le monde a la même condition sociale. Tu vois, là, c'est différent. Parce que là, du coup, tu te dis qu'il n'y a que ça qui existe. Mais c'est vrai que quand tu es dans le 9e, 18e, il y a des fois, tu rentres dans des maisons, tu crois que c'est dans un château. Dans ta tête, c'est un château alors que c'est une maison. Tu vois, donc tu apprends les belles choses. Et c'est un fait que si j'avais pas vu ça, enfin, moi, je trouve ça intéressant de voir des belles choses. Tu vois, là, on est au meuble du cœur. Il n'y a rien qui est à moi et tout est à moi. Tu comprends? Parce que je suis assis dessus. Parce que j'ai la chance d'être là. Parce que j'ai ce... Oui, on peut appeler ça de la chance, ou que j'ai amené l'énergie à moi à pouvoir être là et faire une interview avec toi ici dans un endroit assez sympathique, sur des choses, sur un canapé en cuir que je n'ai pas chez moi. Tu vois, donc, mais pour moi, il est comme s'il était chez moi. Parce que le monde est à nous. Tu vois, Scarface disait le monde est à moi, nous on dit le monde est à nous. Parce qu'on a un peu plus ouvert d'esprit. Et donc oui, forcément, voir des belles choses, il n'y a que dans les grands endroits que tu vas les voir. Tu vois. De même que j'ai été Et c'est quoi? C'est au toucher, c'est au style, c'est à la coupe? Qu'est-ce qui t'accroche? Souvent, déjà c'est le motif. Quand tu vois de loin, c'est le motif. Après, c'est la trame. Tu vois, ce costume-là, pourquoi je le kiffe? Il est gris. Il est gris, c'est un costume croisé 4-6, classique. Mais tu vois, là, il y a une fine trame de rouge. Faut la voir. Hein. Oui, oui. Tu vois, on la voit, mais on la voit pas. C'est ça qui est beau. C'est ce genre de choses-là que j'adore, tu vois. Et c'est vrai que quand tu as des matières en ce moment qui sont en train de faire... chez qui déjà? Chez Canone Vitello. Ils sont en train de te faire des costumes, tu les fous à la machine, tu les sors, il est nickel. Tu vois, donc il y a une évolution dans le tissu, et ça, il n'y a que en allant voir des manufactures de tissus que tu vas l'apprendre. C'est pas en allant chez Bouvie ou chez Crossword. Ça, ok, donc ils se froissent pas, quoi. Ah non, c'est de la folie, c'est des nouveaux tissus qui arrivent. Là, pour l'été, ils ont fait soit cachemire, je crois, mais vraiment cachemire super doux, super... Enfin, quand tu touches ça, tu dis ça existe, quoi. Et à partir du moment où tu sais que ça existe, c'est peut-être que tu le veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et oui. Peut-être que tu l'auras. Donc c'est vrai que le Petit Homo, ça nous permet de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir partout. Et c'est surtout intéressant par rapport à notre blog, qui est streetbaron.com. Et... comme ça, on peut aussi parler de ce que nous, on aime par rapport au style des barons, qui est quand même un style classique masculin. Après, il y a des choses plus mainstream. Moi, comme je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut avec ses vêtements, il met ce qu'il veut sur lui. Nous, on a choisi ce style-là parce qu'on sait l'amour qu'il apporte et on sait l'amour que ça dégage. Puis les femmes adorent ce style classique masculin. Tu peux rien, hein, tu sais. Moi, quand on me dit, on parle des jupes du futur pour les hommes, moi, il n'y a pas de souci, les Écossais ils portent des jupes. Moi, personnellement, je viens de Paris, je viens du 18, je viens de Pigalle, donc chez moi, il n'y a pas de jupe. Les jupes, c'est pas nous qui les mettions, tu vois, c'est soit les travelots, soit les timpaves. Donc, moi, mettre une jupe, pour moi, ça a cette connotation. Maintenant, libre à toi de mettre une jupe, il n'y a pas de souci. Mais moi, je viens de Paname 18, et chez nous, on met un costume, un chapeau, des gants, et voilà, et on roule en DS. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que j'ai vécu le truc, moi, en tout cas. Donc. Et les chaussures aussi. Les chaussures, bien sûr, le tout, c'est juste le classique. Hein, c'est ça qui est... Et vraiment, les gens trouvent ça beau. C'est ça qui est marrant, c'est que tu peux avoir n'importe quel style. Le style classique masculin, il sera toujours beau. Oui, je te comprends. Et donc ça donne une autre définition à l'élégance, c'est ça?
Bah, ça donne une définition... Je précise. Tu m'avais parlé de la réaction par rapport aux gens quand tu es bien habillé ou que tu es habillé quelconque. Ouais, bah, comme je te dis, c'est comme une fleur au milieu du désert, quoi. Tu marches, puis d'un coup tu vois une fleur. Waouh, il y a une fleur. T'es étonné, t'es amoureux de la fleur, tu vois. Nous, il y a des gens, ils nous voient, ils tournent la tête. Bam, tu vois, tu sens après la rupture du cou. Parce que et c'est souvent avec les filles. Tu sais, que tu marches tout seul ou accompagné, qu'on soit 1, 2, 3, 4, bon, plus on est, plus l'impact il est énorme. Mais c'est vrai que quand tu marches tout seul, toi tu fais ta vie. Hein. T'es un gars normal, moi j'ai un boulot normal, j'ai un travail normal. Tu sais, je suis pas un super-héros. Nous c'est le peuple pour le peuple. Hein. Je pourrais être plombier, j'ai été serveur, je m'habille encore comme ça. J'ai été sommelier, je m'habille encore comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas le but du jeu, c'est pas de te montrer. On n'est pas en train de pavaner à marcher à 2 à l'heure. Hein. On marche normalement. Après, c'est vrai que quand tu passes devant une terrasse, le gars rigole. La fille rigole parce que c'est son gars. Mais la fille, comment te regarde? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ok, oui, je comprends. C'est une envie, c'est un désir. Moi, ce qui me fait toujours rigoler, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais je te raconte une petite anecdote. Je suis comme ça au feu, j'attends le feu rouge pour moi. Puis je suis là avec ma canne, tranquille. Puis un gamin, il passe, il est à côté avec sa mère. Il me regarde. Et il me regarde. Mais quand je te dis qu'il me regarde, c'est parce que ce que j'adore avec les enfants, c'est qu'on a un côté un peu dessin animé, nous. On a un côté un peu film, tu vois, les trucs un peu datés. C'est ça qui est intéressant. Il y a un côté millésimé dans notre tenue qui fait que les gamins, c'est vrai qu'ils sont en mode waouh, il a une moustache comme machin, il a un chapeau comme machin. Il y a un côté cow-boy pour les plus petits. Il y a un délire. Et le gamin, il me fixe comme ça. Mais bon, le gamin, il a quand même 7-8 ans. Hein. Et puis, je vois, il tire la manche de sa mère. Et la mère, bon, toujours excédée parce que c'est comme ça. Et le gamin, au moment où la mère regarde l'enfant, le gamin dit « Regarde le monsieur comme il est bien habillé ». Bon là, on reste classique. Et la phrase d'après tue parce que elle ne m'a pas encore regardé, elle regarde toujours son enfant. Et la phrase d'après, elle dit « Qu'est-ce que j'aimerais que papa soit habillé comme ça ?» Et là, elle me regarde. Et là, elle prend sa baffe. Tu vois? Parce qu'elle-même, elle a compris ce que l'enfant voulait. Parce qu'un enfant, un enfant aime respecter les gens. Il ne faut pas croire. Hein. Un enfant, ça respecte les gens. Mais ça respecte quelqu'un qui se respecte. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un mec qui a 40 ans qui est habillé comme son gosse de 7-8 ans, il y a un souci. C'est pas ton enfant qui doit t'habiller, c'est toi qui dois habiller ton enfant. Donc le jour où tu as décidé qu'il s'habillerait ainsi et pas autrement, qu'il arrêterait de mettre des trucs à trous et des merdes sur lui, parce que c'est quand même ton fils ou ta fille, c'est pas n'importe qui, c'est ton sang, c'est ta création. Donc si tu veux que ta création soit belle à un moment, tu vas lui dire maintenant t'arrêtes tes bêtises, t'as plus 12 ans. Tu sais, moi j'ai une phrase qui dit à chaque âge son image. Ça veut dire que à 16 ans tu mets plus de baby gros, tu vois. Donc à 40 ans, il y a un moment où il faut peut-être prendre conscience qu'une chemise, c'est mieux qu'un t-shirt avec lequel tu as dormi toute la semaine. Tu vois, et que ton jogging, à un moment, il ne te servira plus qu'à dormir ou alors aller faire du sport si tu veux en faire. Mais c'est pas une tenue. C'est pas une tenue de ville. Nous, on est des citadins, on vit en ville. Je vis pas à la plage pour mettre des tongs. Peut-être si j'étais à la plage, j'aurais des tongs, j'aurais des belles spartiates, tu vois, un truc plagiste. Mais je suis pas à la plage. Je suis à Bruxelles, je suis à Paris, je suis à Londres, je suis à Florence, je suis dans des villes. Je suis citadin. Donc ça, c'est la tenue des citadins. Et c'est vrai que l'amour que ça dégage au niveau des enfants et des femmes, c'est incroyable. Ah oui, je te comprends, je comprends. Hey Logan, pourrais-tu me répondre en une phrase, une définition? Je vais te citer des mots ou des noms, et en une phrase assez courte. Voyons voir. Élégance. La phrase est courte, c'est bien. Ouais, non, vas-y. Redis-moi élégance. Hey, élégance. Attends. Hey, Logan, on va essayer de jouer un petit jeu. Je pose une question ou un mot et tu essaies de répondre en une phrase. Première, élégance. Je dirais les barons du grand danditisme en sont les représentants. Grand danditisme. Un style classique masculin
Fait avec amour et sans sang sur les vêtements. Baron. Baron. Un grand mot. Les grands barons sont Lino Ventura, Jean Gabin, Delon et Belmondo. Avec ça, tu commenceras à comprendre le concept. French touch. French touch, donc style entre 40 et fin 70, classique, masculin ou féminin. Street fashion. Street quoi? Street fashion. Street fashion, jogging. Jogging inutile, juste pour faire le sport. Pour moi, le mot fashion ne fait pas partie de mon vocabulaire. Afro dandy. Afro dandy, je sais pas, peut-être bientôt on fera les Caucasian dandy, je sais pas. Moi, je suis pas du tout dans le... Les barons, on n'est pas du tout dans le communautaire, tu vois. Nous, dans les barons, il y a des noirs, des rebeux, des blancs, des asiatiques, des gays, des bi, ce que tu veux. Il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est de représenter l'élégance masculine classique. Donc, tout ce que j'entends, tout ce qui est afro, dandy, tout ça, c'est bien parce que, enfin, c'est bien pour l'Afrique, c'est très bien. Mais je trouve que parfois, il faut un peu s'ouvrir d'esprit. Et je te dis, s'il y avait les Caucasian dandy, ce serait très bizarre. Alors, accord. Baronne. Baronne, ben le style des femmes classiques comme on les aime, sur talons ou petite Zizi Repetto. Le classique féminin comme on l'aime nous, quoi. Enfin, comme il a été représenté pendant des années au cinéma et dans nos vies. Je pense qu'il y a certains diront que je suis réac, mais si c'est pour être bien habillé et garder le côté masculin et féminin, et pourquoi pas masculin-féminin, féminin-masculin marche moins, mais voilà. Alors, SAP. SAP, ben, grand mouvement du pays Congo. Un peuple entier, c'est quand même magnifique. Maintenant, 2 écoles, Kinshasa, Brazza. Je suis plus de l'ancienne école Brazza, qui à la base avait justement ce style baron qui était le classique. Kinshasa, c'est plus en mode fashion, création, pourquoi pas. Mais en tout cas, respect à tout le peuple du Congo, avec tout ce qu'il vit, avec tout ce qu'on lui pille, qui arrive malgré tout à être présent sapologiquement parlant et dans l'élégance, c'est ça qui m'importe. Dandinette. Un nom inventé... Non, c'est Dandizette qui a été inventé. Donc Dandinette, c'est dans la dinette, mais ça n'existe pas. Attends, je redis alors. Dandizette. Comment? C'est Dandizette qui a été inventé. Dandizette. Dandizette. Bon, Dandizette, c'est le mot qui a été inventé par, je pense, des hipsters pour définir la femme dandy. Mais vu qu'il n'y a jamais eu de femme dandy, c'est un mot inutile. C'est pour ça que dans le grand danditisme, on a la baronne qui a beaucoup plus de signification, parce que la baronne en argot de Paris, ça voulait dire la patronne des lieux, quoi. Donc une femme, pour ça que j'adoube pas les femmes, par exemple, petite parenthèse, j'adoube pas les femmes parce que une femme baronne, elle sait très bien qu'elle est baronne, elle n'a pas besoin de ma tronche pour que je lui dise. Donc c'est pour ça que les femmes, c'est un autre concept dans la nomination de baronne. Ah, le challenge pour Logan est difficile de répondre en une phrase. Difficile, une phrase. Une phrase, c'est un mot, un verbe, un complément. Waouh! Sujet, verbe, complément, je veux dire, ouais, c'est... Chapeau. Et est-ce qu'il y aurait un autre event récemment auquel tu as participé? Non, en fait, comme je disais tout à l'heure au départ, on a été au Pity, donc avant que je parte sur tout le reste. À la base, c'était pour la cérémonie de la sortie du livre We Are Dandy, dans lequel j'ai eu la chance d'apparaître. Donc, le livre de Rose Callahan et de Natty Adams et de Kelfire. J'ai eu la chance de figurer dedans, c'est-à-dire dans le numéro 2, que le premier c'était I Am Dandy, le deuxième c'est We Are Dandy. Et donc d'être parmi, on va dire, un des 400 plus élégants de cette planète, et c'est donc j'ai eu l'occasion donc de pouvoir affirmer et confirmer qu'est-ce qu'étaient les barons, qu'est-ce qu'était le grand danditisme, et on va dire que c'est la première pierre de l'édifice qui reste à jamais gravée dans le marbre. Donc à la base, j'avais cette soirée là-bas, Kamal m'a dit viens on y va, et j'ai dit bon on y va.
Et puis donc on a commencé à connaître les gens du Piti, à voir des barons avec lesquels je communiquais par les biais des réseaux sociaux. Et donc à un moment, on a été et on a découvert un autre monde, le monde du vrai, quoi, le monde de l'artisan, le monde du créateur, mais pas créateur, je fais n'importe quoi, le monde du tailoring, pardon. Donc puis avec tous les barons, et puis a commencé à affirmer le style baron au Pitti Uomo de Florence. Et c'est vrai que l'essentiel, nous, c'est pas, on dit toujours dress to impress, nous c'est pas ça, on s'habille pas pour impressionner, on s'habille pour inspirer. Et le livre dont tu parles, il est édité, il est publié? Oui, il est édité, il est publié, il est mondial, We Are Dandy, donc de Rose Callahan et de Natty Adams. Donc il est dans toutes les bonnes librairies, c'est un gros pavé. Il y a I Am Dandy aussi, avec la couverture, c'était Massimiliano. Pour moi, le grand dandy de Paris. Lui, il est vraiment dandy, par exemple. Parce que dandy, c'est un état d'esprit. Baron, c'est quand même plus street, tu vois. C'est oisif, mais au café du coin. Tu vois, c'est pas oisif dans son salon du 19e siècle ou du 16e siècle, tu vois, de famille. Ok, super. Ah, j'ai un mot. Régulièrement, quand j'essaie de te présenter autour de moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est habilleur. Est-ce que tu pourrais définir, en fait, justement, pour moi, c'est quasi un métier. En fait, habilleur, on pourrait appeler ça aussi le dressing man, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai un cabinet d'élégance chez moi. Je trouve des pièces à droite, à gauche. Et j'habille des gens qui viennent pour des événements, soit des Gatsby, soit des mariages, des communions. Enfin, qui veulent avoir une tenue qui normalement, dans le commerce, leur coûtera entre 1 500 et 2 000 euros. Moi, je prends des produits donc, de seconde main de luxe, propres, clean, sans souci. Et le gars, pour 200-250 euros, il est habillé du galure à la chaussure, donc du chapeau à la chaussure, pour une somme pour laquelle il aurait à peine une paire de chaussures ou à peine un chapeau s'il devait aller dans le commerce. Donc, habilleur conseil, oui, c'est la dénomination que je me suis donné, et surtout styliste, parce que le but du jeu, c'est pas seulement de t'habiller avec ce que j'ai, c'est de t'habiller selon ta personnalité. C'est-à-dire, je vais pas habiller un mec de 40 ans de la même manière qu'un mec qui en a 20. Pour le mec qui en a 20, je vais lui mettre des vêtements. Ce sera toujours dans le classique masculin, ce sera toujours la base, mais ce sera peut-être dans la matière, dans la coupe, dans le fitting, peut-être un peu plus court, tu vois. Il faut vraiment adapter le vêtement à la personne, tu vois. C'est pas à la personne à s'adapter au vêtement. Oui, je te comprends. Donc, habilleur conseil, c'est la dénomination que j'ai pris, et par la suite styliste, parce que je trouvais ça rigolo. Oui, j'ai vu quelques photos qui étaient ressorties de clients qui s'étaient passés par comment tu appellerais ça, ton lieu, ton cabinet d'élégance. Ton cabinet d'élégance. Swag room, quoi. En fait, je crée des swags, quoi. Donc après, une fois, il y a un qui est venu et il voulait un style un peu steampunk, par exemple. Je lui ai fait un style steampunk, mais version baron, quoi. Ok, oui, je comprends. Je vois le style. Une question qui me vient à l'esprit, c'est... voilà, imaginons, j'y connais pas grand-chose au niveau du style, au niveau vestimentaire et autres, mais comment reconnaître un bon tissu? Un bon tissu, tu vas le reconnaître au toucher. Un bon tissu, il brille pas. Un bon tissu, il est mat. Même si c'est de la soie, il va briller, mais il va pas briller comme si c'était une voiture chromée. Tu vois, ça se sent, je sais pas si c'est descriptible comme ça à la voix, mais un beau tissu, ça se voit, Après, bon, j'ai un feeling avec ça aussi, hein. C'est comme une bonne paire de chaussures, tu vas reconnaître le bon cuir, tu vas voir que c'est pas plastifié, tu vas voir que c'est du vrai cuir, c'est pas de l'élastomère. Tu sais, c'est plein de petites choses comme ça, parce que quand tu es en seconde main, en plus, tu es amené à trouver beaucoup de choses. Donc il va vraiment falloir trouver la bonne chose qui taille. Enfin, pas qui taille, mais qui soit vraiment au top. Tu vois, t'as des chemises en coton, tu touches dessus, tu crois que c'est une toile cirée tellement c'est parfait, quoi. Et bon, évidemment, tu regardes, c'est une marque de tailleur, c'est quelque chose que tu pourrais pas t'acheter dans le commerce. Enfin, tu pourrais pas t'acheter toi-même puisque c'est pas dans le commerce, faut aller chez le tailleur. Donc c'est vrai que au fur et à mesure que tu vas connaître, toucher, il y a des trucs qui vont te paraître logiques en fait.
C'est comme reconnaître un cuir d'un Sky, c'est la même chose. Tu t'assois sur un fauteuil en Sky, de loin tu croyais que c'était un cuir. Bon bah si tu as un fauteuil en cuir chez toi, crois-moi, quand tu vas t'asseoir sur le Sky, tu vas te dire wow, ça c'est du Sky. Tu vois, et pourtant d'apparence c'est à peu près la même chose, hein. Mais c'est des petits détails qui vont faire les choses, c'est les boutons, c'est les finitions, c'est toutes ces petites choses qui vont faire que ton vêtement il va être dress up comme on dit, il va évoluer, tu vois. Parfois c'est très simple, hein. Il suffit d'enlever parfois 1 centimètre d'un pantalon un peu trop long, ça coûte 10 € chez la couturière et d'un coup tu brilles de dingue, tu vois. Il y a le tissu, il y a la manière dont c'est fait, la manière dont c'est agencé, en fait c'est un tout quoi. Oui. Et tu m'avais dit aussi, tu m'avais parlé d'un outil indispensable justement pour faire les secondes mains, pour chercher le style, c'est c'est la voix de son maître, hein. Il faut toujours suivre la voix de son maître. Donc toujours avoir son maître ruban sur soi. Ça c'est parce qu'en fait tu rentres dans une friperie, tu rentres dans une brocante, tu vas pas t'amuser à tout essayer. T'as un sac, t'as peut-être acheté des choses. Si t'es déjà dans le style baron, t'as un chapeau, t'as des gants, t'as tout un truc. Donc tu connais tes mensurations par cœur, tu les mets dans les notes de ton smartphone et à un moment tu vois une veste qui te plaît. Tu prends les épaules, tu prends la longueur du dos, tu prends la longueur des manches. Si ça correspond à peu de choses près ou exactement à ce que tu as écrit, qui sont tes mensurations prises sur une veste qui te va à ravir, tu sais que la veste t'ira. Et après, tu peux te permettre de l'essayer. Mais c'est l'élément primordial, c'est le maître couture. Donc c'est pour ça que je dis toujours suivre la voie de son maître. Oui, excellent, c'est ça. Est-ce que je dirais plutôt nœud pape ou cravate? Alors, à l'époque à laquelle on vit, c'est vrai qu'il paraît que porter la cravate, c'est pas bien. On est passé du Friday wear au week wear, au month wear, au year, tu vois. Au year day, pardon. Ouais. On l'a redit, attends. Ouais, on recommence. Alors, tu dirais nœud pape ou cravate? Le plus usuel sera la cravate. Le nœud pape, c'est vraiment quelque chose de très pour moi, c'est très supérieur à la cravate, dans le sens où ça montre vraiment quelque chose. Après, tu as nœud pape et nœud pape. Tu as le nœud pape que tu vas faire toi-même, et là, c'est le top du top. Et tu as le farfalé, ce qu'on appelle le farfalé, qui est déjà tout prêt. Et alors là, dans ces cas-là, je préfère une cravate, parce qu'au moins, tu as la décence d'avoir fait ton propre nœud. Même s'il y a des farfalés très jolis, avec de très bonne qualité. Mais bon, quand t'es un puriste, t'aimes bien défaire ton nœud de cravate comme défaire ton nœud papillon. Mais c'est vrai que le nœud papillon, ça relève de quelque chose de beaucoup plus chic. C'est beaucoup plus chic qu'une cravate. Parce qu'au final, une cravate, c'est quoi? C'est quoi une cravate? Pourquoi on doit fermer sa veste quand on est debout? Parce qu'il faut bien se dire qu'il n'y a rien de plus inélégant qu'une cravate, parce que ce n'est qu'une flèche qui montre ton sexe. Et voilà pourquoi on ferme sa veste debout, qu'on met un gilet de façon à couper ce... Tu peux regarder, oui, c'est ça. Oui, je comprends. Tiens, question. Le choix du matin pour la journée? Tout dépendra d'où tu vas l'après-midi en fait. Parce que à chaque sortie son swag, donc selon ce que tu vas faire, tu vas pas t'habiller de la même manière. Mais ce qu'on essaye de faire, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, j'essaie toujours de mettre un minimum d'élégance dans tout ce que je vais mettre. Ça veut dire même si je suis en jean brut, avec une petite paire de golf Weston, un petit col roulé, un petit cuir, une petite casquette, ça aura toujours un style. Le style baron sera toujours là, même si c'est pas forcément du 3 pièces et fleurs à la boutonnière. Donc tout dépend en fait de ce que tu vas faire après. Ok, super. Tout est dans la petite touche de style, hein, c'est ça? En fait, j'ai une phrase que j'adore, c'est « Rien n'est grave, mais tout est important ». Ok, oui. Donc à partir de cette phrase-là, si tu mets pas de fleurs à ta boutonnière, c'est pas grave. Mais si tu en mets une, ça va donner une touche tellement importante que tu te demanderas pourquoi tu l'as pas fait avant. C'est comme la plume au chapeau. Pendant longtemps, j'ai pas mis de plume sur mon chapeau. Puis un jour, j'en mets une petite touche de couleur, un truc qui vole, quelque chose qui est un peu frivole. Tu vois, et ça met un peu de poésie dans cette tenue quand même, qui est quand même assez stricte et conventionnelle. T'as une petite plume qui vole au vent et je sais pas, il y a un petit côté un petit peu poète. Et je trouve ça assez sympathique et ça met un peu plus de légèreté par rapport à un outfit qui est quand même assez carré. Oui.
Parlons un petit peu de cette ville qui est Bruxelles. Tu l'aimes beaucoup, hein? Moi j'aime beaucoup Bruxelles parce qu'elle me rappelle, ça va peut-être déplaire à certains, mais en tout cas ça me rappelle le Paris des années 80. L'ambiance, les bars qui ne ferment pas à 2 h du matin comme à Paris actuellement. Il y a ce côté un peu libre. Il reste ce côté libre qu'on a complètement perdu à Paris. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé ici, je me suis installé ici, j'ai dit waouh, les gens vivent encore. Oui, je partage ton avis. Il y a aussi ce mélange au niveau société, au niveau culture et autres qui est quand même assez élevé ici, hein. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une ville à échelle humaine, t'as tout ce qu'il te faut, pas trop loin, sauf que tu l'as pas en 10 fois. T'as 4 drogueries, on va dire, par exemple, t'en as pas 20. Donc il suffit de pas s'embrouiller avec les 4 et puis tout ira très bien, quoi. Mais c'est vrai, t'as tout ce qu'il y a comme là où j'étais avant, mais en plus humain, en plus rapide, en plus court, dans une ville quand même qui est quand même relativement très jolie, parce que quand même les maisons Horta, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est exemplaire. Donc tous les beaux windows, il y a un côté un peu new-yorkais aussi que j'aime beaucoup dans les quartiers Horta, avec les marches, tout ça. J'adore cette ville. Et c'est vrai que les gens, du coup, comme c'est une petite ville, il y a moins de gens, donc tout le monde se croise au moins une fois. Tu vois, il n'y a pas d'élite. Ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'élite. Ça veut dire que tu peux très bien rencontrer le bourgmestre à la place du Châtelain un mercredi au marché, comme tu peux rencontrer le styliste de la Cambre à 4 h du matin en soirée. Enfin, c'est ça qui est assez marrant. Et donc du coup, les liens se tissent très vite. Il n'y a pas d'élite, tu n'as pas besoin d'être connu sur la liste pour aller dans un club danser. Tu peux aller en short, tu peux aller en cravate. On s'en fout un peu. Et c'était ça un peu l'ambiance des années 80, ce côté populaire, amusez-vous. Tu vois, qui venait des années 70 et qui a complètement disparu à Paris, ou si t'as pas ta liste, ou si t'es pas connu, ou si t'es pas le pote de machin, bah reste chez toi. Et c'est ça que j'aime bien ici, c'est que c'est vrai qu'on est libre. Et ça, c'est quand même important d'être libre. Oui. Instagram, parlons un petit peu d'Instagram. Ça fait maintenant quelques années que je te connais, hein. J'ai vu un petit peu ton évolution, ton parcours au niveau réseaux sociaux, tes publications, voir un petit peu comment tu évolues au niveau publication. Pour moi, personnellement, hein, donc ça c'est mon point de vue, c'est quand même une sacrée progression au niveau de ta publication, au niveau des traitements photos, au niveau de ton style photographique, parce que tu as un style photographique, hein, donc la manière de présenter en fait le style du jour, au niveau des gros plans, au niveau du cadrage. Je crois que tu as quand même bien travaillé ta technique. Tu pourrais en parler ? J'ai surtout travailler la technique du selfie sans qu'on voit l'appareil. C'est-à-dire je retourne mon appareil et je mets 10 secondes. Là, je me suis procuré quelque chose une petite télécommande qui permet effectivement de moins bouger, parce que quand tu as 10 secondes, il faut que tu cours tout le temps. Donc c'est vrai que j'apprécie ce petit appareil. Après, il reste juste qu'à trouver le bon angle pour mettre ton iPhone. Et c'est vrai que souvent les photographes, t'es un des rares à dire que t'aimes bien, mais c'est vrai que souvent les photographes qui sont plus dans la pureté trouvent que je mets trop d'effets ou quoi aux caisses. Mais justement, moi, c'est pour donner une espèce de vibe à mes publications, c'est-à-dire c'est un suivi. Je suis pas en train de te dire que je suis photographe professionnel, je suis pas en train de te dire que je te vends des fringues, je te vends une silhouette. Je te propose une silhouette. Donc effectivement, tu vas peut-être pas voir si c'est du velours, que le velours est comme ci ou comme ça sur une photo de loin, parce que j'aurais réduit le bruit au maximum. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la silhouette. Parce que si on commence à parler de tissu, de ci, de ça, moi ce que je veux, c'est que le type qui regarde cette photo, il se dit waouh, ça défonce. La silhouette et les détails. Parce que tu cadres vraiment, tu recadres pour bien montrer vraiment le détail, l'harmonie entre tel ou tel élément et ainsi de suite. C'est là qu'après on verra plus le choix du tissu ou le choix de tel ou tel matériau, mais dans le détail. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'inspirer les gens et à montrer, parce que les gens croient que parfois c'est de la vantardise, mais si depuis 7 ans, chaque jour, je mets un style différent, c'est que ça veut dire que depuis 7 ans, sans me ruiner, j'ai un style différent. Enfin, j'ai des outfits différents. Ça peut être trouvé, ça peut être donné, ça peut être chiné, mais chaque jour, le choix du matin, comme je dis toujours, c'est ce que j'ai trouvé la veille.
Sinon, c'est pas drôle. Mais ça peut partir d'une cravate. Hein. Quand je dis un outfit que j'ai pas mis, c'est-à-dire une combinaison que je n'ai pas faite. Donc ça peut partir d'une cravate, ça peut partir d'une petite fleur que je trouve, je sais pas. Et tout va se combiner autour de ça. Moi, j'appellerais l'élégance. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. J'appellerais ça un tourbillon. Tu vois, on commence de quelque chose de très doux, 2-3 feuilles qui commencent à tourner. Là, je fais le bruit du vent. Et puis d'un coup, ça commence à partir en tourbillon. Puis ça devient un ouragan. D'abord une tempête, puis un ouragan. Et puis dans l'ouragan, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends d'autres gens avec toi, tu vois, et qui recommencent, et qui recommencent. Et c'est ça en fait le concept des barons, c'est quelque chose qui est en évolution permanente. Et c'est ça qui est beau. Parce que quand tu mets juste ton... Tu sais, quand tu t'habilles le matin, auditeur, que tu mets ton jean, ton t-shirt et ton pull, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et ça peut être un très beau jean, un très beau pull, un très beau t-shirt. Tout le monde s'en fout. Parce qu'il n'y a aucune recherche. Ce que les gens apprécient dans l'élégance par rapport à l'amour qu'ils nous redonnent, c'est justement cette notion de recherche qui n'en est pas une quand elle est naturelle. Tu sais, il y a des gens qui se forcent à faire plaisir. Puis tu as des gens qui font plaisir naturellement. Ils n'auront pas la même vision des choses. Parce que la personne qui se force à faire quelque chose ne le fera jamais bien au final. Alors que quand tu le fais par plaisir, pour toi, pour les autres, mais d'abord pour toi, ben là c'est naturel. Et c'est le naturel qui prime. C'est pas faire semblant. Donc après c'est vrai que c'est aussi un travail sur soi-même. Ben, c'est comme aller au sport, c'est comme manger à telle heure ou manger autrement qu'avec ses doigts. Enfin, après c'est une éducation. Après la vie c'est dur. Hein. La vie c'est pas simple. Hein. C'est à tous les niveaux, au niveau relationnel avec les gens, relationnel amoureusement. Enfin, c'est compliqué, donc si tu veux qu'il y ait une harmonie dans tout ça, il faut quand même donner beaucoup de positif. Et c'est vrai que l'élégance est quand même quelque chose qui, au moins dans ta journée, va faire qu'on va te respecter, qu'on va te dire monsieur, et qu'on va pas t'ennuyer pour rien. Donc c'est déjà quand même dans ta journée quelque chose de quiet. Oui, je te comprends. Donc, et je disais aussi pour l'Instagram, c'est que les cadrages en fait, que tu effectues, les coupes et les découpes, donne un aperçu d'un style global. Quand on regarde par exemple une ou deux de tes publications, on a compris le style et c'est ça que tu mets en valeur. Ouais, moi c'est vraiment ça, hein, c'est inspiré, hein, c'est montrer une montre à gousset, dire ce que c'est, parce que une fois on a critiqué le fait que je dénommais tout ce que je mets. Mais je dénomme tout ce que je mets justement pour te montrer que la veste peut être une Versace. Je t'ai pas parlé de prix, je t'ai juste dit qu'on peut trouver ça en seconde main. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est souvent d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'est souvent des Congolais qui comprennent pas ça. Parce qu'eux, ils mettraient plus le prix que ce que c'est. Tu comprends ? Il n'y a aucune notion de seconde main dans la sapologie, par exemple. Il y en a pas. Faut mettre le prix pour montrer qu'on a payé. Mais nous, c'est tout le contraire. Moins on paye, plus on est content. Tu vois, c'est complètement contraire. C'est là-dessus qu'on est complètement différent entre baron et sapeur. C'est que eux montrent leur marque, alors que nous on les cache parce qu'il y a rien de plus inélégant que de montrer une marque ou de dire combien t'as acheté quelque chose. Enfin vraiment, l'argent c'est vraiment le cadet de nos soucis, quoi. Puisque le but du jeu c'est de dépenser le moins pour pouvoir faire un bon resto après, tu vois. Et donc c'est mieux d'accumuler les choses que d'en avoir qu'une et de la regarder et se dire ouais maintenant je l'ai, et de se battre pendant 3 mois à bouffer des pâtes pour acheter une paire de Church ou quelque chose comme ça, enfin, ou acheter un paire Burberry à 1800 € quand tu gagnes 1200 ou 1500 € par mois. Je comprends pas le concept, tu vois. Donc je vais tout faire pour trouver mon Burberry comme j'ai fait à 200, parce que c'était un noir donc neuf, donc j'ai eu de la chance, ou à 5 € qui était un croisé des années 80, nickel, avec le cuir sur les manches, et je l'ai acheté 5 €. Donc les deux ensemble ça fait 205 € au lieu de 1008 x 2. Tu vois, donc c'est quand même plus intéressant et donc tu peux avoir plus de choses, et c'est ça que je montre sur les réseaux sociaux, c'est que depuis 7 ans, chaque jour il y a un nouveau style, chaque jour il y a un nouveau... Tu sais, c'est comme je te dis, c'est un tourbillon, quoi. Puis après, plus t'en as, plus tu peux accommoder, plus tu peux... Ça dépend quel temps il fait, ça dépend vers où tu vas, ça dépend qui tu vas rencontrer, le soir, la journée. Il y a des outfits la journée, tu vas être en beige, chapeau Borsalino en paille magnifique, qui vaut 600 €, que toi t'as touché 40 € au marché, tu remercies le Seigneur, mais... le soir, il va peut-être falloir changer parce que le chapeau en paille le soir ça sert à rien, tu vois. Donc le mec qui connaît pas va continuer, puis que lui il a acheté son chapeau à 400 €, donc il se dit il en a pas 15.
Moi, j'en ai plus de 15. Donc, le soir, on va changer, on va faire un style un peu plus nuit. Tu vois, donc c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on met le matin, qu'est-ce qu'on met le soir, quoi. Et tout ça, c'est une culture. Et c'est vrai que moi, je montre ça aux gens. Ça veut dire qu'il y a des photos le soir, ça va pas être... Par exemple, quand je suis en club, ça va être plus polo années 60 cuir, avec une newsboy sur la tête, que effectivement à 3 pièces avec une montre à gousset. Parce qu'il ne faut pas non plus donner le bâton pour se faire battre quand tu vas en soirée. Tu vois, faut être concret avec de l'endroit où tu es, l'endroit où tu vas et ce que tu vas faire. Tu vois. Ok, oui, je comprends. Ah, donc tu pourrais dire que, en fait, alors si je comprends bien, hein, donc la phrase que je cite, c'est l'élégance abordable à tous. Oui, c'est ça. Nous, c'est le credo de Panama Gomina, c'est l'élégance pour tous. C'est pour tous, ça veut dire au-delà de Panama Gomina. Moi, tu sais, on est vraiment dans le côté social et éducatif de la mission des barons, dans le sens où moi j'ai rencontré 2 précaires, enfin un 3e avec lequel on travaille, avec lequel on va faire une expérience sociale, en montrant que quand il est habillé avec son sweat, la capuche, son jean et ses baskets, et quand il est habillé en baron, on va montrer par A plus B la différence des relations que les gens ont à partir du moment où il est habillé. C'est ça on va montrer aux gens. Pourtant, ça restera la même personne qui a 25 ans, qui est marocain, qui vient du bled. On va faire cette expérience avec lui. Tu vois, et c'est un bon débrouillard, c'est un vrai gars, quoi. Mais c'est vrai qu'il lui manque quelques petits trucs pour être à l'aise. Donc, et l'habillement, il lui-même a compris que ça jouait beaucoup. Parce que comme il fait des coupes de cheveux, tout ça dans des events, c'est vrai que quand tu es avec ton sweat à capuche et que tu proposes de couper les cheveux, t'as pas forcément envie. Par contre, quand tu as une belle cravate, une belle veste et un beau galure, tu as plus d'allure. Donc tu te dis, ah tiens, lui, je vais lui faire confiance. C'est con, mais c'est comme ça, tu peux rien. Si tu vois un garagiste habillé en boulanger, je sais pas si tu vas lui confier ta voiture. Oui, je comprends. Ouais. Excellent. Alors, l'habit fait pas le moine, mais en tout cas, on t'appelle monsieur le curé. Donc, oui. C'est vrai. Toujours concernant Instagram, quel est le regard que tu portes sur les réseaux sociaux? Un bon regard, parce que c'est quand même c'est une fenêtre vers le monde. Enfin, je me rappelle, 90, 95, jusqu'à 2000, il n'y a pas ça. Et c'est vrai que tu veux un livre, il faut aller à la bibliothèque, tu veux ci, tu veux ça. Aujourd'hui, tu as la culture à portée de main, donc après, chacun fait ce qu'il veut. Tu as les réseaux sociaux, puis tu as les réseaux des cas sociaux. Moi, je suis vraiment dans les réseaux sociaux, dans le sens où, déjà, j'inspire d'autres gens, ça fait des communautés. Tu sais, à partir du moment où tu as un kiff commun, et l'habillement, c'est quand même un kiff que tout le monde a, que tu le veuilles ou non, mais tu vas pas aller te marier en jogging, à part si tu viens de Marchienne, j'en sais rien peut-être, et encore, ça a insulté peut-être les gens de cette région, mais c'est vrai que tout le monde va mettre au moins une fois son costume, ne serait-ce pour se marier, pour trouver du boulot, pour un simple restaurant avec une demoiselle, enfin tu vois, c'est tout un... Donc les réseaux sociaux, moi je trouve ça très intéressant, quand on sait quoi en faire. Si c'est juste me dire que ton gosse il a une rhinopharyngite, je suis désolé pour lui, mais j'en ai strictement rien à foutre. Si on se connaît pas, sinon tu m'appelles et là on en parle, et tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que sur un réseau social, il faut avoir quelque chose à donner, il faut avoir quelque chose. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je pense que les barons du grand banditisme, je ne connaîtrais pas le baron de Bakou qui se trouve en Azerbaïdjan, et je ne connaîtrais pas des barons au Japon. Et donc forcément, je n'ai que du bien de ça, parce que j'exporte ma parole, en fait. C'est une sorte de... Oui, c'est quand même génial. Tu as l'impression d'être... Quand tu dis quelque chose, il y a des gens qui te voient. Là, j'ai fait une interview. En 5 jours, je suis à 6000 vues. Je pense que si je l'avais fait en 95, avec ma vieille caméra, il y aurait eu ma mère et toi qui l'aurais vu, quoi. Tu vois. Oui, c'est exactement ça. Tu as parlé d'inspiration. Où est-ce que tu prends ton inspiration ? Mon inspiration, je la prends du passé, du présent, parce que l'élégance classique est toujours présente. Et quand tu vois des barons comme Tony Mac ou Guibault ou De Fustel par exemple, parce que moi je trouve que les barons c'est quand même les types les mieux habillés du monde. C'est pour ça que je me suis dit on va tous se réunir sur la même bannière et essayer de construire des choses ensemble pour inspirer d'autres gens à essayer d'arriver au top.
Et sinon, ouais, je m'inspire beaucoup des films. Toute cette période Audiard, je t'ai dit tout à l'heure, les grands barons sont donc Jean Gabin, Lino Ventura, Belmondo et Delon. Dans le sens où quand tu as un doute sur un outfit le matin devant ton miroir, tu te demandes si un de ces quatre-là l'aurait mis. Tu vois, si un de ces quatre-là l'aurait mis, tu peux le mettre. Si tu vois que ça fait un peu trop ta fiole, bah, tu changes, tu fais autre chose. Donc ouais, l'inspiration, je la prends des fleurs. Oh oui. Est-ce que tu as des références au niveau site internet que tu consultes régulièrement? Il y a Parisian Gentleman, le must pour moi. Il y a Gentleman Gazette aussi, qui est très très bien. Après, il y a différents petits sites, il y a différents petits blogs, mais quand même ces deux-là, c'est quand même les plus classiques. Ils sont pas dans le fashion. Comme je dis toujours, la mode, c'est quelque chose qui a été inventé pour les femmes. Et à partir de 80, on a voulu le mettre pour l'homme. Pour l'homme, il y a toujours eu des styles ou des tendances. Il n'y a jamais eu de mode. Tu vois, on a toujours eu un pantalon, une chemise et une veste. Commence pas à nous mettre des cornes du diable sur la tête, quoi. Mets-nous un bon chapeau et voilà. Et c'est vrai que la plus grande inspiration mondiale vient de Fonzo, alias Al Capone, dans le sens où c'est quand même lui qui, dans les années 20, va populariser et universaliser le costume croisé et le fedora de chez Borsalino, qui faisait venir explicitement d'Alessandria pour créer son propre style que tous les gangsters du pays ont suivi, que tout Hollywood a suivi, que tout le cinéma français a suivi. Et si Gabin il porte un galure et un costume croisé, c'est pas anodin. C'est à la base, on va dire, c'est quand même Édouard VII, parce que c'est quand même le père. Mais Capone, en tout cas, a bien universalisé le style gangster duquel on s'inspire. Oui, par mon inspiration, ce serait donc tous les styles gangsters entre, on va dire, 30, pour abréger, on va dire même 20, si ça fait plaisir aux gens. Mais 20, c'est encore un peu, pour moi, c'est déjà un peu obsolète, tu vois, on va être dans le... Lui, il a vraiment créé quelque chose à partir des années 30 qui était beaucoup plus entre guillemets fun, avec plus de couleurs. Il mettait des couleurs, les gens avant mettaient du noir, mettaient des chapeaux melons. Lui, il a commencé à mettre des choses beaucoup plus... et il a internationalisé la chose. Et donc, l'inspiration, donc, ouais, ce serait donc le style gangster, un peu entre ces années jusqu'à fin 70, quoi. Puisqu'à partir de 80, ils ont mis des t-shirts Armani et là, c'est parti en chouette. Tout grand merci en tout cas pour l'interview, bien complète, super intéressante, vraiment, c'est un splendide parcours. Dis, si on voudrait te retrouver, où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Sur Instagram, Facebook, un site internet, un blog? Alors si on veut me retrouver, donc moi sur Instagram, donc c'est Logan_O_Mallet _Baron d'XL. Et le plus simple, c'est de taper dans Google Baron d'XL, D'_XL. Et là, il y a tous mes réseaux, il y a tout le tout team. Et donc, on a un blog qui s'appelle donc www.streetbaron au pluriel.com, donc streetbarons.com. Et là, il y a les dernières nouvelles des barons, il y a tous les barons officiels, si les gens veulent savoir qui sont les barons dans le monde entier. Et donc, quand on clique sur un baron, on tombe sur sa page. Parce que, comme j'ai toujours dit, les barons ne sont pas là pour impressionner, mais pour inspirer la nouvelle génération à plus d'élégance, plus de style, et un petit retour quand même à la masculinité qu'on aime tant. Tout grand merci. Alors vous retrouverez cette interview, ce podcast et les photos qui seront aussi publiées en même temps sur déclic.photographie/blog, photographie avec un Y. À bientôt.